Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. Dites-le franchement, 8h23, est-ce que les intérêts industriels français sont sacrifiés sur l'autel de la censure? Bonjour Jade Doucelin. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes, je le rappelle, avocate au barreau de Paris. Vous êtes quand même habituée aux sujets médiatiques, sensibles, et vous avez dans votre portefeuille actuellement des clients, un nombre quand même conséquent d'industriels. Ça va de la grosse entreprise du CAC 40 aux patrons qui appartiennent au MEDEF, en passant par quand même quelques artisans qui ont des PME, TPE. Et actuellement, vous êtes en train de prendre la parole. Vous menez clairement une campagne médiatique pour nous montrer à quel point l'état d'instabilité du pays, qu'il soit économique et politique, mettent quand même à mal les intérêts industriels français. J'ai bien résumé ? C'est extrêmement bien résumé, vous l'avez dit, c'est pas des sujets sur lesquels j'ai l'habitude de prendre la parole, sauf qu'aujourd'hui, pour ces clients, je n'ai plus le choix que de parler en leur nom. C'est les grands oubliés des sujets qui nous occupent. On regarde tous un peu la valse gouvernementale, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots ce matin, avec beaucoup d'attention, parfois en riant, parfois en étant désespéré. Sauf que souvent en étant désespéré d'ailleurs à ce micro. Mais ça, d'ailleurs, exactement. Donc que ce soit sur vos antennes ou sur les chaînes d'infos en continu, on est tous à suivre ça avec beaucoup d'attention. Sauf que pendant qu'on assiste à ce love story politique, la réalité c'est que cette instabilité, elle a des conséquences extrêmement directes, et je vais devenir sérieuse sur notre industrie. Si vous faites le calcul aujourd'hui, on a passé un tiers de cette année avec un gouvernement soit qui gérait des affaires courantes pures, soit sans du tout avoir de gouvernement. Ouais. C'est-à-dire, évidemment, vous avez des lois qui ne sont pas promulguées, par définition. Oui, parce que l'instabilité fait que, si vous voulez, on se retrouve toujours entre deux ministères, entre deux cabinets qui prennent place. Donc, si vous voulez, les lois sont votées, mais à la fin, ni promulguées, ni appliquées. Exactement. Et puis, au-delà des lois, vous avez des arbitrages, puisque encore plus que les lois, il y a des arbitrages qui nécessitent, une stabilité politique, deux, un gouvernement et des ministres qui ont du poids sur l'échiquier politique. Pour exemple, comment vous voulez qu'on puisse défendre les intérêts des entreprises françaises et de nos industries? Comment on peut avoir une place importante à la table, par exemple, de la Commission européenne? Cette table-là, elle n'est pas faite que de discussions gentilles comme au repas de Noël. Elle est quand même faite de pouvoir, de contre-pouvoir, de négociations. Comment, lorsque vous êtes un ministre, soit démissionnaire, soit bientôt démissionnaire, soit avec l'épée de Damoclès d'une censure, avoir le même poids que si vous étiez, ce qui est plutôt notre habitude politique, un ministre présent depuis 3, 4, 5 ans, qui soit sérieux sur ces sujets, qui a un lien assez direct et intime avec le président de la République? Évidemment que nous sommes en train de perdre notre influence et notre poids sur ces questions sur l'échelle européenne. Et si je peux me permettre... Oui, allez-y. Excusez-moi, je me permets juste par ailleurs de reprendre cette position par rapport à l'international, parce que on a tendance à se regarder le nombril chez nous, mais pendant que nous on est en train de tergiverser et d'hésiter, Trump lui il est élu. Je rappelle qu'il arrive officiellement au pouvoir dans 15 jours. Oui, c'est ça, dans 15 jours, le 20 janvier, l'intronisation du président américain. Exactement. Et que les turbulences au niveau économique ne seront pas, à mon avis, à faible échelle. Je rappelle qu'on a une Allemagne aujourd'hui qui est en crise, et puis pendant ce temps-là, on a d'autres pays qui ont des situations beaucoup plus avantageuses et qui n'hésitent pas à mener une guerre industrielle silencieuse contre nous, avec des normes bureaucratiques, avec tout un tas de choses, des contre-vérités, des fake news. Et cette instabilité, soit la nôtre, soit celle des pays qui vont du coup venir achoquer pendant que nous sommes fragiles, on se retrouve avec des décisions incohérentes, ou d'absence totale de décision. Et c'est pour ça que je me suis permise de prendre la parole, parce que ces secteurs stratégiques, ils sont essentiels et ils sont totalement en train d'être fragilisés. Mais là, vous venez d'utiliser un mot quand même qui est pas anodin, si j'ai bien compris. C'est quand même le mot de guerre industrielle. C'est quand même un mot fort. Est-ce qu'il y a des exemples concrets pour que on arrive à réaliser ce qui est en train de se passer quand vous parlez quand même d'une guerre industrielle menée à bas bruit concrètement? Si je dois prendre des exemples, sortons, on va dire, de ce qu'on pourrait appeler l'économie et l'industrie, même si je ne crois pas que ce soit un gros mot. Si vous prenez la défense européenne, qui, je crains, dans le contexte actuel, est extrêmement c'est pas comme si c'était un petit important. sujet. Petit sujet de géopolitique, sans être une experte sur le sujet, tout de même, nous voyons à quel point la question est importante. Évidemment qu'on a un discours extrêmement autonomiste sur le sujet. On est un petit peu obligé de l'avoir quand on voit encore une fois ce contexte. Sauf que, pendant que nous avons ce discours extrêmement ferme, on constate plusieurs choses. 78% de nos acquisitions militaires de l'Union européenne sont réalisées en réalité hors de ses frontières. Et 60%
sont au profit des États-Unis. Donc c'est-à-dire que tout le discours qu'on entend, la petite marotte sur la réindustrialisation, réarmé français, réarmé européen, le terme de défense européenne, on s'en rappelle, quand même souhaité, défendu par le président de la République, quand on vous écoute notamment sur le domaine de la défense, ça n'est pas du tout à l'ordre du jour. En tout cas, c'est à l'ordre des discours, mais pas à l'ordre des actions. Et quand on comprend que notre industrie, on va dire nos armes, elles viennent 63% des États-Unis, on comprend dès lors que nos décisions géopolitiques vont être un peu plus compliquées en termes d'autonomie. Première chose. Deuxième chose, et je le rappelle sur l'instabilité politique, là, on a un ministre des Armées qui ne bouge pas de poste cette fois-ci. Mais on comprend bien, évidemment, que sa puissance de négociation dans des moments cruciaux, on arrive aujourd'hui sur des moments extrêmement cruciaux dans nos négociations en termes d'armée, évidemment que sa puissance au début de l'année 2022, à la fin de l'année dernière et en décembre aujourd'hui, on est quand même sur quelque chose qui a beaucoup baissé. Donc à chaque représentation importante, à chaque sommet international, européen, on a des ministres qui ont sur la tête l'épée de Damoclès de la censure ou d'une dissolution. Évidemment que nous avons perdu aujourd'hui notre autonomie sur ces sujets, malgré nos beaux discours. Et en plus, pardonnez-moi de vous couper, c'est vrai qu'il y a ce domaine militaire, c'est vrai qu'il y a le domaine de la défense, il y a le domaine écologique. On l'a vu encore quand vous parlez de perte d'influence, on l'a vu avec ce qui s'est passé au niveau du Mercosur. C'est-à-dire que même les sujets d'agriculture, d'environnement, d'écologie sont totalement en fait laissés pour compte. Mais bien sûr, on n'arrête pas de dire, et c'est bien normal, que l'Union européenne et la France doivent être en pointe sur les sujets progressistes que sont l'écologie et l'industrie qui soient viables à très long terme pour nous et pour la planète. Sauf que la réalité, c'est que quand il a fallu instaurer les taxes sur les photovoltaïques chinois, nous ne l'avons pas fait. L'Union européenne n'a pas imposé de taxes sur le photovoltaïque chinois. Résultat, notre industrie solaire, sur laquelle nous devions être en pointe parce que nous avions la capacité technique et parce que, encore une fois, c'est une économie qui est extrêmement vertueuse. Nous avons perdu la main de l'industrie solaire. Vous parlez du Mercosur et puis vous en avez largement parlé sur votre antenne, mais évidemment, on a eu une opposition très claire à la Commission européenne. La France devrait être encore un pays dont l'opposition au niveau européen devrait compter. Et devrait. Mais on assiste bien à la diminution de notre influence quand on voit que notre chère présidente est allée signer elle-même ce traité sans que nous ayons pu en parler. Et puis, le Mercosur, il est médiatisé, vous en avez parlé, mais tous les jours, il y a des Mercosur qui sont signés contre nous, sans nous et a priori sans notre aval. Et parce que quand vous parlez d'autres pays, tout à l'heure, vous parliez de notre regard de bisounours sur certains pays. C'est vrai que quand on regarde, par exemple, ce que peut faire la Suède, le Danemark, la Finlande, le Luxembourg, dans certains couloirs européens, en réalité, eux, n'hésitent pas à se placer de façon stratégique. Non mais eux, ils ont compris. Et puis par ailleurs, on ne va pas leur jeter la pierre, ils ont raison. Si je prends par exemple, je ne sais pas si vous savez, mais mardi dernier, il y a une réunion à Bruxelles qui s'appelle le Conseil de l'environnement. Petit sujet de notre temps. Vous avez des pays européens, vous l'avez dit, la Suède, la Finlande, je pourrais citer aussi le Luxembourg, la Norvège, qui eux ont pris des positions extrêmement stratégiques et importantes. Sauf que ces 5 pays, c'est 20 millions de personnes. L'ensemble de l'Union européenne, c'est 450 millions. Ouais, donc les 20 millions, en réalité, réussissent à peser sur le dessin industriel, notamment de 450 millions, ce qui est colossal. Et je prends le pari que personne n'a entendu parler de ce conseil. Donc ça veut bien dire qu'il y a des réunions, des cercles, des assemblées ou des décisions, mais qui sont par ailleurs centrales pour notre industrie, mais centrales pour le citoyen aussi, pour la façon dont on veut voir arriver notre économie, notre industrie, dont nous voulons qu'elle soit menée. Et ces décisions, elles sont prises sans nous, sans transparence, souvent de façon contradictoire, et à la fin des fins, elles affaiblissent mais extrêmement notre position industrielle. Et là, vous avez dit un mot très important, c'est vous vous attachez énormément quand vous prenez la parole à l'importance du citoyen au milieu de tout ça. Vous aviez parlé de fake news, de discours parfois, on va dire, caricaturaux qui viennent peser, c'est-à-dire que vous placez le citoyen au centre de la réflexion pour l'après. Bien sûr, pour une raison simple. C'est celui qu'on a le plus éloigné des décisions, en les transférant à des organes extrêmement hauts dans la hiérarchie européenne. Et puis c'est celui qui, pour le coup, est le premier concerné. Parce que quand on parle de stratégie économique, de souveraineté industrielle, tous ces mots peuvent paraître archaïques et un peu violents. Sauf que la réalité de tout ça, c'est qu'une fois que ces décisions sont prises, elles sont appliquées et puis vous avez à la clé des industries en perte de vitesse, voire des industries qui ne naissent jamais. Et puis donc à la fin, des emplois, des usines qui ferment, etc. Donc oui, le citoyen. Et puis,
et lui expliquer qu'il n'a pas sa place dans ce débat, c'est un problème. Donc effectivement, moi j'ai toujours placé le citoyen et je pense qu'il faut le replacer, y compris il faut lui redonner sa part. Il a le droit d'avoir une vision sur les choses, il a le droit d'être informé de ce qui se passe, il a le droit de pouvoir connaître la vérité, puisque on en reparlera, mais vous avez parlé de fake news, mais effectivement, c'est aussi un sujet, alors ça peut paraître totalement anecdotique la question de la fake news, sauf que la réalité aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai dû travailler énormément avec mes clients sur ce sujet, c'est que dans ce contexte géopolitique, on l'a dit, extrêmement tendu, il n'est pas que tendu d'un point de vue de guerre, il est tendu d'un point de vue de guerre économique et industrielle. Et nos capacités à détecter ces contre-campagnes de désinformation qui viennent déstabiliser l'ensemble de nos industries parce qu'on fait tourner des rumeurs sur la sécurité des produits, on met en place des campagnes de dénigrement sur des pratiques commerciales, on met en place des accusations infondées de greenwashing. Pendant ce temps-là, pendant qu'on est en train de réfléchir sur ces sujets, en réalité, nos marchés sont inondés de produits venus notamment d'Asie qui ne respectent alors aucune norme ni humaine, ni économique, ni écologique. Tous ces sujets-là sont des sujets non seulement politiques, mais surtout du citoyen. Merci beaucoup, Jade Doucelin, avocate au barreau de Paris, habituée des sujets sensibles. On l'a compris, d'avoir parlé si franchement, d'avoir parlé vrai ce matin sur Sud Radio pour défendre nos industriels français dont on a bien compris, grâce à votre intervention, qu'ils étaient quand même menacés sur la scène internationale et européenne. Vous êtes sur Sud Radio, il est 8h33.